Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Entreprums. Comme d'habitude, nous allons parler d'entrepreneuriat, mais nous faisons le suivi de la crise. Vous savez qu'on a suivi toute cette histoire de crise économique due au Covid-19. Et en ce moment, comme vous l'avez entendu, nous avons un genre de confinement, de semi-confinement qui reprend demain et à compter de 3 semaines. Donc, on va parler aujourd'hui en plateau des choses qui vont être mises en place. Et on a aujourd'hui les 2 chambres consulaires, donc la CCI et la Chambre des métiers, qui sont venus exprès pour vous expliquer, pour vous faire un point de situation déjà, un petit récapitulatif de la situation, et ensuite pour vous expliquer ce qu'ils comptent faire et ce qui va être mis en place pour aider au mieux nos sociétés guadeloupéennes. Donc merci à vous de nous suivre. Monsieur Arnoux, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, on va essayer de vous expliquer avec... Monsieur Ramsamy. Avec Monsieur Ramsamy, les dispositifs à nouveau qui sont déjà mis en place, mais il faut toujours les préciser, redire ce qu'on a, enfin tout ce que l'État a mis en place pour pouvoir essayer d'aider les entrepreneurs pour qu'il y ait le moins de casse possible à la sortie. Voilà. D'accord. Alors vous êtes président de la commission de tourisme de la Chambre de la CCI, et vous êtes aussi en charge du PGE. Voilà, du PGE. Alors, le PGE, écoutez, ça a très bien fonctionné en Guadeloupe. C'est pas encore fini, il faut le savoir, parce que pas plus tard que ce matin, on a eu 2 demandes à la CCI et des branches bien distinctes qui continuent à avoir besoin de cette aide, et nous les encourageons surtout. Et puis, vous savez, ça permet aux entreprises de voir s'ils sont vraiment à jour de tout, parce que pour pouvoir avoir droit au PGE, on se doit vraiment d'être à jour de pas mal de choses, d'avoir déposé son bilan, et on va revenir tout à l'heure, Sabine, sur ce point. Vous verrez que le bon côté de la crise, entre guillemets, si on veut être un petit peu optimiste et dire s'il y avait un bon côté, il y en a pas beaucoup, mais en tout cas, moi, ce que je vois comme bon côté, c'est que beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas à jour se sont structurées pour permettre d'avoir des aides, et bon nombre d'entreprises qui n'auraient jamais fait l'effort de prendre des moratoires, de déposer leur bilan, chose qui n'était pas faite depuis la création de certaines entreprises, l'ont faite, et ça va leur donner un tableau de bord maintenant. Ils vont savoir peut-être comment mieux gérer leur entreprise. Voilà. D'accord. Alors en plus, on a reçu justement la DRFIP et la CCS, la CSG, voilà, pour parler de tout ce qui était moratoire. Donc ils nous ont donné pas mal d'explications, et ils nous ont donné les procédures surtout pour que les entreprises puissent se rapprocher d'eux afin que leur dossier soit étudié. Donc ça, c'est une bonne chose. Monsieur Ramsamy, bonsoir. Bonsoir, Sabine. Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Ça va. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Donc effectivement, on est reparti, si j'ose dire, pour un tour avec ce 2 confinements. Vous avez parlé de semi-confinement. Bon, c'est un confinement qui va de nouveau impacter nos entreprises, et singulièrement les plus petites et les plus fragiles, une nouvelle fois. Donc on va vous présenter effectivement les dispositifs, les moyens et actions que nous entendons mettre en place pour aider nos ressortissants, nos mandants à passer ce cap qui forcément s'annonce difficile, ou en tout cas compliqué. D'accord, alors merci. Donc vous êtes le directeur du développement économique de la Chambre des métiers, et on va parler de tout ça pendant cette émission. Alors comme vous avez entendu samedi, donc il y a eu des annonces de fait. Nous avons un semi-confinement, je dis pour l'instant, parce qu'il y a quand même des choses qui sont autorisées, qui va durer 3 semaines. Donc pendant ces 3 semaines, il y a des métiers qui ne peuvent pas travailler, il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas ouvrir, et il y en a d'autres qui ont réussi à avoir certaines autorisations pour ouvrir. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur cette réunion, la manière dont ça s'est passé, et qu'est-ce qui se passe concrètement en Guadeloupe pour ces sociétés? Allez-y. Alors, tout d'abord, comme vous dites, c'est pas un confinement. C'est des restrictions qui ont été mises en place par le préfet, et en collaboration avec l'ARS, avec l'association des maires, avec nous-mêmes, la CCI, avec un peu tous les représentants, je pense. Économique et tout. Voilà, tout le monde était... Je pense qu'il y avait une bonne représentation. Nous nous sommes vus mercredi dernier. Nous nous voyons toutes les semaines par Zoom. Et le préfet et son cabinet présentent un peu, si vous voulez, la situation sanitaire de la Guadeloupe. Vous savez, des fois, on peut avoir des petites situations houleuses. Là, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord le mercredi. C'est pour ça que le préfet a décidé de revoir les gens samedi pour refaire un point. Et je peux vous garantir que samedi, ça s'est très, très bien passé.
Et il a été suivi, les décisions que le préfet a prises ont été suivies complètement, que ce sont des décisions de bon sens et de sécurité pour la Guadeloupe. Je tiens à préciser que quand on est pas mal lotis, parce que quand on regarde autour de nous, on est quand même l'île ou le département qui sommes restés le plus ouverts depuis le début de cette crise. Oui. Et ça, c'est grâce au sérieux, le sérieux des Guadeloupéens dans un premier temps, même si je pense qu'il y a un vrai relâchement et il faut qu'on se reprenne parce que c'est vraiment pas bien, mais c'est aussi par la confiance et, je veux dire, l'énergie que la préfecture met à bien analyser, à tenir compte. Donc je sais qu'on est en étroite collaboration avec la préfecture et qu'on est souvent bien en train de leur expliquer les tenants et les aboutissants pour qu'on puisse rester le maximum ouvert possible tout en respectant le problème sanitaire. Donc aujourd'hui, vous avez des professions comme la restauration qui va être vraiment impactée, on va dire, à 100%. Oui, ils ne peuvent plus accueillir. Et puis, vous savez, tout le monde, quand vous êtes restaurateur, vous transformez pas du jour au lendemain en vente à emporter. Parce que c'est pas votre cible, vous n'êtes pas habitué, mais surtout, vous avez des normes sanitaires à respecter. Et j'invite bien tous les restaurateurs, même s'ils pensent qu'ils peuvent le faire, à bien réfléchir, parce que ça peut être compliqué pour eux après s'il y a des empoisonnements. Vous voyez, il y a plein de petites choses enfin, il faut faire attention. Deuxièmement, vous avez tous les petits métiers, voilà, toutes les petites sociétés qui ne sont pas des sociétés, on va dire, de nécessité directe, comme les magasins de vêtements. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui font la pose d'ongles et tout ça. Les esthéticiennes. Voilà, les esthéticiennes. Mais toutes ces petites sociétés, entre guillemets, vont être impactées. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est injuste. Il n'y a pas d'injustice. On n'a pas choisi par la grosseur et tout ça. Bien au contraire, on a tout simplement respecté le fait que dans certains métiers, mais malheureusement, heureusement pour certains, on peut fonctionner. Il serait compliqué aujourd'hui de tout fermer. Ça ne serait pas un signal fort à envoyer, un signal d'optimisme. Au contraire, on se doit de rester le maximum ouvert. Et le message qu'il faut faire passer, nous le portons très haut, c'est la vaccination. Nous voulons un maximum, nous incitons, les gens sont libres, mais nous incitons les gens à se faire vacciner afin que ces restrictions puissent disparaître le plus vite possible. Voilà, Sabine. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces points ? Effectivement, donc M. Argnons l'a dit, effectivement, la situation sanitaire de la Guadeloupe se dégrade. Effectivement, il faut prendre des mesures de freinage de l'épidémie. Donc, les mesures sont celles que le préfet a annoncées samedi. Nous les actons. C'est vrai que nous sommes des acteurs du monde de l'entreprise. Nous regrettons simplement une nouvelle fois que nos entreprises vont en pâtir. Alors, est-ce un masque nécessaire ? Peut-être, certainement. En tout cas, c'est le constat consensuel qui a été fait samedi. Mais alors, des activités artisanales resteront ouvertes, mais 90% de nos entreprises, en fait, sont directement impactées par cette mesure. C'est vrai qu'elles ont peiné, en tout cas depuis 1 an et demi, l'activité ne redémarre pas. Les carnets de commandes sont vides. Le chiffre d'affaires est en baisse. Il y a des secteurs d'activité. Bon, on est presque à l'heure des bilans, puisque les bilans de l'année 2020, on s'aperçoit que sur de nombreuses activités, c'est moins 50, puisque beaucoup d'activités artisanales sont liées à l'activité touristique, notamment à l'activité présentielle. Lorsque notre économie n'est pas irriguée par le tourisme, par les autres, c'est vrai que les petites entreprises qui sont peut-être en bout de chaîne ou en milieu de chaîne en pâtissent aussi. Et donc, on avait espéré que la situation allait reprendre. On a attendu le début d'année, puis le premier trimestre. On s'aperçoit que ça prendra certainement plus de temps que prévu. Et je crains, pour en avoir discuté encore ce matin avec notre gouvernance et certaines organisations professionnelles, que le moral de nos entreprises continue à être en berne et ça impactera forcément l'activité économique. Alors, je vais vous donner la liste des commerces vendant des biens et des services de première nécessité qui peuvent rester ouvertes du 27 avril, donc de demain au 18 mai 2021. Donc, vous pouvez noter, je vais la rappeler tout à l'heure en fin d'émission, peuvent rester ouverts les garages pour l'entretien, la réparation et le contrôle technique des véhicules automobiles, des véhicules engins et matériel agricole. Les commerces d'équipements automobiles, donc motos et vélos, les bureaux de tabac, les commerces spécialisés qui vendent des cigarettes électroniques, matériel et dispositifs de vapotage en magasins spécialisés, des commerces d'alimentation générale de produits surgelés, donc tout ce qui est supérette,
supérettes, supermarchés, hypermarchés, primeurs, bouchers, boulangers, cavistes, chocolatiers. Les stations-service seront ouvertes. Les commerces d'équipements informatiques et ou de télécommunications, donc tout ce qui est Orange et tout, qui vendent des téléphones portables. Les magasins de bricolage peuvent rester ouverts. Les magasins de jardinage, donc vente de graines, de semences et animaliers. Les pharmacies et opticiens peuvent rester ouverts. Les marchés couverts sont ouverts, restreints à la vente des seuls produits alimentaires ou végétaux. Ça veut dire que les gens qui ont l'habitude d'aller exposer sur les marchés, comme les artisans par exemple, n'ont pas le droit de venir exposer. Le commerce de détail et de textile peuvent rester ouverts. Les agences de location de voitures, de machines d'équipement agricoles pour la construction peuvent rester ouvertes. Les magasins de réparation d'ordinateurs et ou d'électroménagers, ça je me souviens, lors du premier confinement, il y a eu toute une espèce de polémique autour des magasins de réparation d'ordinateurs. Donc c'était déjà, ça avait déjà été acté la première fois l'an dernier. Les banques et les assurances peuvent rester ouvertes. Les laveries et les pressings sont ouverts, la librairie et le kiosque. Donc la librairie, ça allait aussi avec avec les magasins de réparation d'ordinateurs. L'année dernière, on en a beaucoup parlé. Les services de coiffure peuvent rester ouverts, les fleuristes peuvent rester ouverts et les commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sont ouverts, mais vous pouvez y aller seulement sur rendez-vous. Donc ça, vous pouvez trouver cette liste directement sur soit le site de la préfecture, soit la page Facebook ou soit la page Twitter. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour tous les autres commerçants qui vont être fermés du coup ? Écoutez, après la liste qui est très longue quand même, ce que vous avez dit, on se rend compte que, allez, vous avez quand même plus de 80% des commerces qui peuvent ouvrir. Il ne faut pas cela, c'est à peu près ça. Parce que tous les autres peuvent aussi faire du click and collect. Oui. Donc on peut quand même se dire que si on s'organise un petit peu, c'est sûr, tout le monde aurait préféré rester ouvert, mais si on s'organise un petit peu, même si on est une petite boutique, on peut laisser son rideau, interdire aux gens de rentrer dans la boutique, mais faire du click and collect, s'organiser pour pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est sûr, les gens peuvent aller dans leur magasin. Oui, les gens peuvent aller dans leur magasin, préparer la commande. Si moi, vous me commandez demain, je vends des vêtements. Des vêtements, ou voilà. Des chaussures, et que vous allez sur mon site, vous me commandez quelque chose, vous avez le droit de passer récupérer. D'accord. C'est 100% autorisé. D'accord. Maintenant, pour les restaurateurs, pour vraiment, on va dire tout ce qui touche au tourisme, quasiment. C'est encore eux qui subissent. C'est encore eux qui subissent. On espère qu'on sera vraiment pris en compte, que l'État va prendre en compte les taxis qui depuis un an ne fonctionnent plus, par exemple. Vous voyez, tous ces métiers de la pêche, tous les métiers qui sont liés au tourisme, comme M. Ramsamy disait, tous ces métiers raccordés au tourisme font qu'aujourd'hui, les organisateurs d'excursions, tout ce côté culturel aujourd'hui, toutes les salles sont déprogrammées parce qu'on a le droit d'aller voir une représentation théâtrale, oui. mais on n'a pas le droit de faire un concert. Ça n'a pas de parce sens. que les gens pensent qu'on va peut-être danser ou quoi que ce soit, donc c'est interdit aujourd'hui. Vous voyez, tout ça, on va dire, c'est encore le milieu touristique, enfin le milieu culturel et le milieu touristique qui sera le plus impacté. On espère que comme ça a été ciblé cette fois-ci, les restrictions ont été ciblées, ça sera plus facile pour nos mandants d'avoir les aides pour pouvoir rester en vie. L'intérêt, je pense, pour la CCI, la Chambre des métiers, c'est d'accompagner au mieux leurs mandants pour encore passer cet orage. Vous savez, au début, on pensait que c'était pour 3 mois, et après, on s'est dit, allez, ça sera très compliqué. On l'a fait. On s'est organisé. Nous sommes très optimistes, on va dire, les entrepreneurs, parce qu'on pense toujours qu'avec on fera 1000. Là, ça fait, allez, on va dire 15 mois que ça dure, ça commence à devenir compliqué. On a vraiment besoin que l'État nous aide et nous soutienne, parce que derrière nous, il y a toute la société qui va en pâtir si on ne peut pas rester ouvert et si nos commerces, on doit les fermer. Ça sera des dizaines et des dizaines d'emplois supprimés. Qu'on ne peut pas payer en plus. Et la Guadeloupe n'a pas besoin de ça. Et oui, et elle n'a pas les moyens surtout, donc il faut qu'on travaille, parce que nous payons nous-mêmes notre RSA. D'ailleurs, le département a déjà tiré la sonnette d'alarme. Pour les artisans, comment vous pensez est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place ou c'est en cours, c'est dans les boyaux, comment ça va se passer? Effectivement, de toute manière, c'est vrai que la situation fera que mécaniquement nos entreprises sont impactées. Effectivement, même si elles peuvent rester ouvertes pour certaines, mais la limitation de déplacement du consommateur à 10 km fera que, effectivement, l'artisan qui est à Basse-Terre ne verra pas son client de Capesterre venir. Donc, effectivement, inévitablement, il y aura un impact. C'est vrai que, alors, ce sont des mesures administratives
Et effectivement, il appartiendra à celui qui l'a pris, donc à l'autorité, à l'État, d'accompagner aussi les entreprises, puisque elles attendent, certes, nous, depuis ce matin, c'est vrai que nos artisans nous appellent, c'est vrai que j'ai fait le point encore cet après-midi, les standards de la Chambre de métier ne cessent de sonner avec une certaine inquiétude. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir? Est-ce que j'ai le droit de fonctionner? Le click and collect, est-ce que ça fonctionne? Quelle aide pourrais-je bénéficier? Est-ce que je peux déjà mettre mon salarié au chômage partiel? Donc ce sont ces interrogations que se posent les entreprises artisanales. Et nous avons pris le parti aussi de devancer ces interrogations en proposant un accompagnement à nos artisans. Donc le premier élément, c'est que nos services resteront ouverts pendant cette période, de 7h30 à 13h, de manière à accueillir téléphoniquement, de manière dématérialisée, mais aussi physiquement nos entreprises, parce que nous avons fait aussi le retour d'expérience du premier confinement, et nous l'avons vécu ici même en plateau en direct avec vous, où il y a une vraie interrogation, il y a de vrais besoins. Donc le premier respect que nous devons à nos ressortissants, c'est d'être à leur écoute, d'être en capacité d'entendre leurs besoins et de les satisfaire. Après, alors il y a des dispositifs nationaux d'aide aux entreprises dans le cadre du Fonds national de solidarité qui sont existants aujourd'hui. Je pense qu'elles vont être dupliquées comme sur le principe national. Alors c'est vrai qu'il y a ici et là quelques éléments de blocage sur le fonds de solidarité. Je sais que certaines entreprises ne touchent pas forcément les sommes dues, qu'il y a des problèmes dans la machine, sur le site, etc. Mais j'espère que ce sera amélioré. Il y a les dispositifs de chômage partiel existants. Et après, donc, nous aiderons nos entreprises à mobiliser ces aides. Et puis, je parle aussi sous le contrôle de la CCI. Nous avons effectivement, à l'initiative des chambres consulaires, réactivé récemment le CIP, le Centre de prévention de la difficulté des entreprises, qui est une cellule d'écoute commune avec des opérateurs tierces, l'ordre des experts comptables, les avocats, qui permettra d'entendre les entreprises en difficulté. Nous aurons des permanences tous les 2 fois par mois, les jeudis, dans nos locaux respectifs. Donc c'est aussi un premier acte du temps d'accompagnement que nous donnerons à nos artisans. Et puis nous avons aussi nos dispositifs internes réciproques d'accompagnement des entreprises en difficulté, de soutien, de mobilisation des aides sur les difficultés que rencontrent les entreprises. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, les artisans, donc soit qui aient déjà fait la démarche avant ou pas pour les anciens mois passés, ils peuvent revenir pour faire les demandes pour le chômage partiel pour leurs employés et tout. Tout à fait. C'est-à-dire, vous savez, là, il n'y a pas de compétition entre la chambre... les temps sont vraiment très durs. Oui, je vois que vous travaillez ensemble, c'est très bien. Voilà, c'est ce qu'on demande, c'est ce que moi je demande voilà, plus. Nous travaillons ensemble. Je peux vous dire, on a monté un guichet unique. Alors, qui est basé, entre guillemets, à la CCI, mais il appartient autant à la Chambre des métiers. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, vous avez été présent. Le principe du guichet unique, c'est quoi? C'est que quand vous rencontrez des problèmes, vous avez un problème, comme vous dites, de chômage partiel, vous ne savez pas comment faire. Vous avez essayé de faire une déclaration, elle n'est pas passée. Vous avez fait votre demande aussi en direct sur impôts.gouv.fr. Vous n'avez pas réussi à avoir l'aide de fonds de solidarité. On est là pour ça, on est mobilisé. Vous avez alors un numéro vert, vous allez sur cci.com, vous verrez, vous pouvez appeler directement. Il y a toujours des gens, il y a une cellule spéciale où on vous répond au téléphone, on peut vous recevoir physiquement, mais surtout on va traiter votre dossier. Nous ne sommes pas des magiciens, ni la CCI, ni la Chambre des métiers. Mais par contre, je peux vous garantir que si vous n'êtes pas en règle ou si vous avez oublié de faire quelque chose, on va vous expliquer comment le faire. Dans ces moments où on n'a pas d'argent, on n'a pas de solution, vous savez, quelquefois on n'a pas une vision nette. On va vous aider à avoir cette vision nette et on va surtout vous aider à prendre les bonnes décisions. Les décisions pour faire face. Il faut mettre les gens au chômage partiel. Si vous ne travaillez pas, il y a des décisions à prendre, vous alerter. Et très important, ce que M. Ramsamy disait, maintenant, commencez malheureusement à montrer aux gens la solution peut-être de la mise en sauvegarde de votre entreprise, s'il faut passer par là, pour vous protéger, pour ne pas la tuer complètement. On est vraiment là pour accompagner les sociétés, quelle que soit l'aide, le fonds de solidarité, le prêt rebond. Il y a un nouveau PGE aussi qui est sorti. D'accord ? Donc le PGE saison. Le PGE saison, on s'est rendu compte qu'aux Antilles, on fait beaucoup avec le tourisme, on n'a pas tous les mêmes mois le même chiffre d'affaires. Oui. Donc, grâce, la BPI a bien entendu, et le PGE rebond, on va prendre les 3 meilleurs mois de l'année, on fera la moyenne dessus, même si on a déjà eu son PGE. Mais que avec ce mode de calcul,
on peut avoir peut-être, si vous avez sur une base de 10, vous avez eu, je vais dire, sur une base de 100, vous avez eu 25. Ben là, avec le nouveau calcul, comme vous allez prendre les 3 meilleurs mois, au lieu que ça soit votre base soit sur 100, elle sera peut-être sur 140 ou 150. Donc au lieu d'avoir 25, vous aurez 35. Vous aurez droit à ce petit complément pour encore faire face. Parce que je le rappelle, le PGE, ça nous a été vendu aux entreprises au début pour payer nos employés. Oui, oui. Pour payer nos employés. On ne pensait surtout pas que ça allait durer aussi longtemps. Aujourd'hui, on commence à nous demander de les rembourser. C'est ce que j'allais vous poser comme question. D'accord, on commence à nous demander de les rembourser, ou alors vous avez la possibilité de reporter d'un an. Mais dans tous les cas, on va devoir rembourser. Ce n'est pas une subvention, le PGE. C'est pour ça qu'il faut aussi être très veillatif par rapport à ça. On se doit de faire attention. Il faut en pointer, mais il ne faut pas en pointer n'importe comment, parce qu'après, il faudra rembourser, de toute manière. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. On va dire depuis le début du mois, les gens commencent à me dire, moi, Sabine, moi j'ai fait un PGE, puisque plusieurs fois on a fait appel aux gens pour qu'ils puissent, pour les aider, les accompagner dans cette crise. Maintenant, je dois rembourser. Or, je n'ai toujours pas réalisé mon chiffre d'affaires, puisque la crise, comme vous avez dit, a continué. Comment ça se passe précisément pour ces gens-là qui doivent commencer le remboursement, alors, par exemple, ce mois-ci? Vous n'êtes pas obligé de rembourser ce mois-ci. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent une démarche? Voilà, vous devez, mais votre banque, normalement, vous a envoyé un courrier depuis à peu près un mois. Je pense que toutes les banques ont eu la même démarche. Vous envoyez un courrier. Ce courrier vous précise les modalités. Si vous souhaitez rembourser maintenant, si vous souhaitez rembourser la totalité parce que vous n'avez pas utilisé l'argent, vous êtes passé à travers. Si vous souhaitez reporter d'une année. Voilà. Et avec les mesures dans les mêmes, avec M. Ramsamy pourra confirmer, avec le taux qui avait été dit au départ, il n'y a pas, voilà, mais il faut au moins se rapprocher de sa banque et prendre la décision maintenant. On avait pour certains jusqu'à la fin du mois d'avril, il faut se rapprocher de sa banque et dire voilà, je prends l'option 1, l'option 2, l'option 3, et voilà, pour savoir où on va encore une fois. C'est aussi un acte de gestion que de prendre cette décision. On peut demander conseil à son expert comptable qui est là pour ça, qui va regarder votre taux d'autofinancement, savoir comment vous fonctionnez pour savoir si c'est plus sage de commencer maintenant ou alors de reporter d'un an. Voilà. D'accord, merci pour cette réponse. Est-ce que vous avez des retours par rapport aux artisans qui auraient fait le prêt ou ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir? Parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui n'ont pas réussi à l'avoir. Alors, c'est vrai que le PGE a été plus mobilisé. Peut-être ça, c'est une nuance qui est réelle par les plus grosses entreprises, puisque voilà, mieux outillées, avec une facilité d'utilisation de ce type de produits. C'est vrai que chez nous, alors contrairement au monde de l'industrie et du commerce, on a beaucoup fait des dossiers à avance remboursable, l'avance remboursable de la région, qui était beaucoup plus souple, 12,5% du chiffre d'affaires, et aussi parce que ça correspondait plus au profil de nos entreprises, puisque chez nous, il faut savoir que 2/3 de nos entreprises sont en micro, donc réalisent un chiffre d'affaires relativement faible, puisque c'est aussi une réalité de l'artisanat. Et donc c'est vrai que je disais que nous avions beaucoup mobilisé l'avance remboursable de la région, un peu moins sur le PGE. C'était des entreprises qui avaient un profil un peu plus en développement, un peu plus en croissance, plus outillées, plus capitalisées, qui ont mobilisé le PGE. Mais globalement, c'est vrai que c'était plutôt les entreprises du commerce et de l'industrie, en tout cas les grosses entreprises à notre niveau, qui ont mobilisé ces outils. Alors, pour les artisans, les banques n'ont pas trop suivi, non? Elles ont Alors, pas trop c'est vrai suivi que les banques n'ont pas, alors pour certaines, pour beaucoup, pas trop suivi. J'ai vu la dame de l'œil qui m'a dit non, je suis désolée, c'est pas moi. Moi, je relais ce que nous ont rapporté les organisations professionnelles. C'est une réalité, c'est factuel. Pour les petites entreprises, c'était compliqué. Les raisons, on peut les chercher. Il y a des raisons qui relèvent effectivement de la banque, qui relèvent peut-être aussi de l'artisan, de sa capacité à fournir les éléments demandés. Et puis, quoi qu'il en soit, le PGE aussi, c'est une aide publique. Et qui dit aide publique dit être à jour des cotisations fiscales et sociales. Et aussi, ça, c'est une réalité, puisque on a des entreprises nombreuses qui ne sont pas forcément à jour de leurs obligations. Et ce n'est pas forcément de leur fait, puisque les entreprises, lorsqu'elles ne payent pas leurs charges sociales ou fiscales, et je me fais la voix de nos entreprises, c'est souvent qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, puisqu'on sait comment la réalité est compliquée, la réalité entrepreneuriale est compliquée depuis tantôt, et encore plus depuis 18 mois, lorsque vous devez vous acquitter de vos charges fixes, votre local, payer les salariés. C'est vrai que l'aspect fiscal et social devient malheureusement une variable d'ajustement, et au fil de l'eau, ça crée des dettes.
Et donc, c'est vrai que le niveau, le niveau de charge sociale et fiscale est important dans nos entreprises. Est-ce que beaucoup d'entreprises sont venues vous voir suite à justement la fameuse grève où la Guadeloupe était bloquée et où il y a des choses, des moratoires qui ont été mises en place ou pas? Alors, c'est vrai qu'au lendemain de la signature des fameux accords, des entreprises sont revenues vers nous pour savoir comment en bénéficier. Alors, bon, c'est vrai, nous avons aussi une oreille diligente auprès des services fiscaux dans ces temps-là. Donc, nous accompagnons nos artisans à négocier un certain nombre de moratoires avec la Caisse générale de sécurité sociale aussi. Mais au-delà de la négociation simplement de moratoire, la difficulté est plus grande et autre. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une volonté des entreprises. Comme je dis, les entreprises ne sont pas à jour de leur charge sociale et fiscale, non pas par envie ou par désir, mais c'est parce qu'il y a une réelle incapacité à payer ces dettes sociales et fiscales. Et même lorsqu'on négocie des moratoires, le moratoire peut être négocié, mais il y a presque une double peine parce qu'il faut payer le coût, en tout cas le moratoire, et payer aussi les charges, les arriérés. Et donc ça crée... Le quotidien. C'est le quotidien, tout à fait. Et donc ça crée en fait, clairement, ce sont des montants qui souvent ne sont pas absorbables, digérables par les petites entreprises. Donc il y a un vrai débat sur cette question qu'il faudra aussi poser dans le cadre du plan de relance de nos entreprises et de l'accompagnement à la reprise d'activité. Là, ça devient politique en réalité. C'est voir comment on crée l'entreprise différemment. Alors, oui, vous l'avez dit, ça devient politique. Moi, je suis un administratif, je me limite c'est la question. Parce que tout ça, à fait, monsieur Arnoux, que politique pourra peut-être... Non, mais quand je parle politique, je ne parle pas en Guadeloupe. Ah, d'accord, tout à fait. Je parle au niveau national, puisque c'est un problème qu'on retrouve dans toutes les petites entreprises en général. Voilà, c'est un problème que vous retrouvez dans tous les pays, je vais dire, dans tous les départements où vous avez un tissu économique où, au lieu de rester au chômage, on va créer son entreprise. Voilà, le problème, il vient de là. Il vient pas que c'est pas plus dur en Guadeloupe qu'ailleurs. C'est qu'en Guadeloupe, malheureusement, comme nous avons énormément de chômeurs, comme nous avons malheureusement pas de solution pour tout le monde, au lieu de rester au chômage, au lieu de quitter la Guadeloupe, c'est un vrai problème pour nous aujourd'hui. Les jeunes ne voient pas leur avenir en Guadeloupe. Oui, ils partent tous. Vous avez qu'à voir, depuis 2009, nous étions 425 000 en 2009. Aujourd'hui, nous sommes 376 000. Oui, on a perdu entre 23 et 25% de notre jeunesse. Et on a une population qui vieillit. Oui. Donc, je pense qu'il y a deux messages aujourd'hui. Il faut que les jeunes restent en Guadeloupe parce que c'est une terre d'avenir. Parce qu'on avait passé en 2019 le million de touristes. Et je peux vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une réunion avec le CTIG qui me disait leur optimisme si on arrivait à avoir une situation qui s'apaisait et où on avait des gens, un maximum de gens vaccinés pour l'étranger, parce que je peux vous dire qu'on a des bateaux de croisière, on a un nombre de touristes qui veulent revenir en Guadeloupe parce que pour eux c'est une destination sûre, c'est une destination magnifique. Donc on a tout à gagner, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est une terre d'avenir, la Guadeloupe, mais encore une fois, il faut qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on puisse, comme vous dites, savoir et puis se former. Notre gros souci aujourd'hui, c'est qu'on veut devenir entrepreneur, mais avant d'être entrepreneur, il faut savoir fonctionner dans le monde de l'entrepreneuriat et effectivement prendre des moratoires n'importe comment, se lancer dans n'importe quelle aventure parce qu'on pense que c'est la seule solution. Il ne faut pas le faire. Voilà, faut pas le faire. La Chambre des métiers est là pour ça, pour former. La CCI est là pour ça aussi, pour former. Mais on aura, dans le plan de relance, de toute manière, à faire quelques cadeaux parce qu'on ne va pas pouvoir laisser tomber toutes ces micro-entreprises, toutes ces petites sociétés qui sont carrément au bord du gouffre. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de moratoires. Les moratoires, depuis le mois d'août, les organismes de l'État nous avaient autorisé à les faire. Alors, ça a été accentué avec la grève, qui ne nous a pas fait du bien d'ailleurs, qui a bloqué Jarry, et ça encore, je pense, affaibli un peu les petites sociétés. Mais cependant, ça a mis en émoi les sociétés. Ils se sont dit qu'ils auront droit à plus de choses. C'est un fait. Aujourd'hui, si vous êtes à jour, et on vous aide pour ça, on est là pour vous aider, la Chambre des métiers, la CCI, à prendre des moratoires, à tout faire pour essayer d'avoir les aides de l'État. Sans les aides de l'État, aucune société ne pourra se relever aujourd'hui. En attendant qu'on puisse reprendre, parce que ça soit clair, je ne pense pas que c'est le mois prochain, dans 2 mois, qu'on pourra refonctionner comme avant. Voilà, c'est ça la réalité. Le PGE, vous avez quand même plus de 3500 à 4000 petites sociétés qui ont eu droit au PGE. Je tiens à le souligner quand même. Alors, le montant général
c'est sûr, a été pris par les grosses sociétés, mais je suis quand même étonné de voir, nous avions une enveloppe maximum pour la Guadeloupe de 900 millions d'euros pour les PGE, et nous avons passé les 700 millions. Je peux vous dire qu'on a mieux fait que beaucoup de départements. Et au début, les gens riaient un peu en disant en Guadeloupe, jamais autant de millions seront distribués. Non, vous avez des banques qui ont vraiment joué le jeu. Ils ont vraiment essayé d'aider les gens. Maintenant, on ne peut pas aider tout le monde. Voilà, on peut pas aider tout le monde malheureusement, mais c'est sûr que malheureusement, ce sont les petits artisans qui ne sont pas structurés parce qu'ils n'ont pas le choix des fois, qui ont pâti à ce problème d'aide. Voilà. D'où le pré-rebond que la région a mis en place pour aider ceux qui avaient... on a retiré, entre guillemets, des filtres pour que ça soit plus accessible. D'accord. Est-ce que pour le confinement, donc vous avez déjà dit que ce qui avait été mis en place avant, ce sera toujours possible maintenant pour les entreprises. Est-ce que vous allez communiquer s'il y a des nouvelles choses, par exemple s'il y a des nouvelles aides qui arrivent, vous allez communiquer, vous allez expliquer aux gens comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est le cœur même de notre mission de chambre consulaire, c'est d'informer, d'accompagner, de sensibiliser nos ressortissants, et encore plus dans cette période. Donc, nous le faisons quotidiennement, nous continuons à le faire, nous amplifions notre accompagnement. Pour ma part, je sais que notre gouvernance interpellera aussi les autorités compétentes en la matière en demandant un accompagnement spécifique de nos ressortissants pendant cette période. Les collectivités aussi locales auront leur rôle certainement à jouer, notamment dans l'accompagnement sur ces trois semaines. Il y a eu des dispositifs qui ont bien fonctionné antérieurement. Nous appelons de nouveau que ces dispositifs soient reconduits effectivement cette période. D'autant que s'ouvre une période de 3 semaines, mais nous ne savons pas combien de temps elle va durer. C'est ça. Et donc il faut peut-être anticiper aussi le risque, la demande des entreprises. Et donc c'est en ce sens que nous allons agir. Les gens peuvent directement sur les réseaux sociaux de toutes les chambres consulaires, de toutes les façons, ils vont trouver toutes les informations. Tout à fait. Site internet, Facebook, et puis nous sommes joignables à notre standard. Alors allez-y, rappelez le numéro. 05 90 80 23 33. D'accord, vous connaissez le numéro? Je ne connais malheureusement pas. Je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Je vais regarder sur les réseaux sociaux, vous en faites pas. Je vais trouver ça. Pour la relance, alors je sais qu'au niveau de la Chambre des métiers, vous aviez travaillé sur un plan de relance qu'on a d'ailleurs pu présenter ici. Vous avez rajouté des choses ou, en fonction de la crise, ou c'est toujours le même plan que vous maintenez pour l'instant? C'est vrai que nous avons contribué au plan de relance. Il y a un plan de relance effectivement de l'État autour de 3 priorités: l'écologie, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. Et puis il y a effectivement des plans de relance locaux, le plan de relance de la région et le plan de relance de la collectivité départementale. Nous avions fait valoir un certain nombre d'arguments et de propositions d'action, effectivement, qui ont été entendues pour certaines. Alors sur le plan des charges sociales et fiscales, sur le plan de la trésorerie, sur le plan de l'activité et l'urgence qu'il y avait à notre avis à l'époque et encore aujourd'hui, notamment pour les collectivités locales, les collectivités communales, de payer les factures en attente dans nos entreprises parce que ça contribuera à améliorer la trésorerie des entreprises. Ça, c'était le premier sujet. Je sais aussi que certaines entreprises continuent à se plaindre en fait. Donc, oui, puisque c'est les remontées que nous avons. Donc, nous encourageons effectivement à payer plus vite. Et donc, dans notre plan de relance, nous avions des mesures aussi d'accompagnement, puisque c'est vrai qu'il y a, en dehors de l'aspect fiscal, social, de l'aspect financier, de l'activité, il y a besoin, et singulièrement pour la petite entreprise, de continuer à les accompagner par des dispositifs d'accompagnement administratif et technique pour les aider à se structurer, à se mettre aux normes, à s'organiser, et de manière à mieux les préparer à la probable reprise qui se fait attendre, mais qui inévitablement aura lieu. Tout à fait. Ben justement, vous avez répondu à la fameuse question pour la structuration. Alors moi, plusieurs fois, j'ai eu, ne serait-ce que M. Nelson, qui était encore là vendredi, qui nous expliquait que la région, par exemple, en tant qu'organisme social, public, veut bien aider les entreprises, mais il faut qu'elles se structurent parce que nos entreprises ne sont pas du tout organisées. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, le bon côté de la crise, c'est que beaucoup d'entreprises se sont structurées. Mais est-ce que vous pouvez les aider à aller plus loin, par exemple à faire des fédérations, de manière à pouvoir faire des commandes groupées? Pourquoi pas? On avait reçu le syndicat des infirmières
Donc la dame nous expliquait que le gros problème qu'il y a dans son corps de métier, c'est au niveau, par exemple, du matériel qu'ils doivent acheter, qui coûte de plus en plus cher. Est-ce que, en tant que chambre consulaire, vous pouvez aider les métiers qui en ont besoin à se structurer pour faire baisser leurs coûts quand ils font, par exemple, des commandes pour leur matériel? Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez réfléchir à intégrer dans le plan de relance ou pas particulièrement? Alors, c'est compliqué. Votre question est un peu compliquée parce que on ne peut pas se substituer, si vous voulez, au privé. Oui. Hein. On peut pas se... Par contre, on peut vraiment agir sur la formation. D'accord. Voilà, hein, la formation, c'est apprendre à gérer, quel que soit le secteur, c'est primordial. Si vous ne savez pas gérer, si vous ne savez pas diriger les hommes, voilà. Là, la CCI et la Chambre des métiers, c'est notre rôle. Vous savez que ces deux chambres consulaires ont pour souvent but principal de former les hommes et les femmes à savoir gérer. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir à la Chambre des métiers une carte d'artisan si vous n'avez pas fait un stage. Ça veut tout dire. Alors peut-être qu'on doit aller plus loin. Peut-être qu'on doit maintenant, en plus de ce stage, s'assurer que quand on va vous donner de l'argent public, voilà, quand on va vous prêter de l'argent, on doit s'assurer, selon moi, pendant plusieurs années, que l'argent a été d'abord bien utilisé. Quand je dis bien utilisé, c'est-à-dire à acheter ce dont vous avez besoin. Voilà, ce qu'on a besoin, des fournitures adéquates avec votre activité, mais aussi à vous aider à gérer, parce qu'on peut ne pas faire n'importe quoi que l'argent, mais mal le dépenser à l'intérieur, d'accord, faire des actes de mauvaise gestion. Et ça, je pense qu'on a un vrai travail à faire dessus, d'accompagnement. On a plein de jeunes qui sortent, qui ont bac+3, bac+5, dans la finance, dans la gestion, et nous sommes en train de mettre en place, et il y aura ça à la CCI, ça va exister aussi à la Chambre des métiers, une structure où on enverra dans votre entreprise des jeunes qui vont venir faire un diagnostic de votre société et qui vont vous sortir une audite pour vous dire, voilà, vous avez normalement besoin de ça, ça, ça et ça. Ça, c'est un vrai travail. Ça vaut, je peux vous dire, ça vaut de l'or. Et la Chambre des métiers, aussi bien que la CCI, on travaille dessus. C'est ce que font les anglo-saxons, en réalité. Voilà. Et je pense qu'avec cet outil, ça va vraiment être mieux pour les entreprises. Franchement, c'est une très bonne chose. C'est ce que font, que ce soit les entreprises américaines et tout. Ils font beaucoup ce genre de... Si je peux me permettre, sur la dernière remarque qu'a fait M. Arnoux, nous avons ce dispositif à la Chambre de métier qu'on appelle Performa, qui est un dispositif de diagnostic et de structuration qui a été développé par CMA France, notre organisation fêtière, par lequel nous procédons un diagnostic complet sur toutes les fonctions de l'entreprise et qui définit un plan d'action accepté communément avec l'artisan et un plan d'action à court et à moyen terme. Donc, effectivement, la structuration des entreprises par là, d'abord diagnostiquer, faire prendre conscience du bon diagnostic, convenir d'un plan d'action avec le chef d'entreprise qui se l'approprie et le mettre en œuvre. Et pour répondre à votre précédente question sur les coopératives, les groupements, alors c'est vrai que à la Chambre de métier, nous disons souvent que les entreprises artisanales sont petites et que la réponse à leurs problèmes un peu plus structurels, plus global, ne peut être trouvée à l'échelle seule de l'entreprise, mais à une échelle bien plus collective. Donc c'est vrai qu'on s'efforce de développer les organisations professionnelles. On avait le président de la Chambre, de la commission d'administration provisoire, avait une rencontre jeudi dernier avec les organisations professionnelles. Donc nous encourageons aussi ce modèle-là. Mais parallèlement, les groupements d'entreprises, c'est aussi une volonté de la Chambre de métier. Vous savez que dans l'artisanat, il y a un statut spécifique qui est la coopérative artisanale, qui ouvre droit à un certain nombre d'avantages fiscaux notamment, pour répondre au marché, pour du chiffre d'affaires, dans laquelle les entreprises gardent leur entité, mais sont appelés à mettre en œuvre des moyens communs et à définir une stratégie globale. Donc nous le faisons. Et nous avons eu un dispositif spécifique financé d'ailleurs par la DIEC à l'époque, dans la structuration du secteur du bâtiment. Alors c'est vrai que ce sont des formes juridiques ou de groupements qui n'ont pas encore l'adhésion de la totalité des entreprises, puisque vous savez souvent que nos entreprises fondamentalement sont individualistes, que mettre en commun les moyens, définir une stratégie commune, c'est pas forcément dans leur ADN, mais nous y travaillons, notamment par l'information, la sensibilisation et l'accompagnement au montage de projets communs. Bon, ça, c'est une très, très bonne chose. En plus, on en parle de plus en plus avec les artisans qui viennent, qui passent en plateau et tout. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on fasse un petit point sur ça.
Voilà, alors le numéro de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est 05 90 93 76 00. Donc 05 90 93 76 00. Vous pouvez appeler pour poser les questions. Vous pouvez rappeler le numéro, s'il vous plaît? 05 90 80 23 33. Et je Voilà. rappelle notre Facebook qui est aussi notre interface directe et facile de la relation avec les artisans. Donc, et notre site internet aussi, cmaerguadeloupe.org. Voilà, donc moi, pour finir, je rappelle juste la liste des commerces qui peuvent rester ouverts. Donc tout ce qui est garage et entretien pour réparation, commerce de équipements automobiles, moto et vélo, bureau de tabac, commerce spécialisé qui vendent des cigarettes électroniques et en tout genre, vapotage, commerce d'alimentation générale, ça c'est normal, hein, produits surgelés, tout ce qui est supérette, supermarché, hypermarché, primeur, boulanger, boucher, caviste et chocolatier. Les stations-service sont ouvertes, commerce d'équipements informatiques et ou télécommunications, magasins de bricolage, magasins de jardinage, pharmacie et opticiens, marchés sont ouverts, mais attention seulement pour l'alimentaire et les végétaux. Donc tout ce qui est artisanat ou autre exposé qui n'est pas de la consommation alimentaire directe, c'est interdit. Commerce de détail de textile, agence de location de voitures, de machines, d'équipements agricoles pour tout ce qui est construction, les magasins de réparation et d'ordinateurs électroménagers, les banques et assurances, les laveries et pressing, librairies et disquaires, services de coiffure, fleuristes et commerce de véhicules automobiles et de machines agricoles, c'est sur rendez-vous. Donc voici la liste que vous pouvez trouver sur la page Facebook de la préfecture. De toute façon, c'est là où j'ai été chercher l'information. Merci messieurs d'être venus aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. On est à votre disposition. Mais j'allais dire, si jamais il y a un problème ou quelque chose qui se débloque, je vous rappellerai pour que vous puissiez venir faire un point au moins pendant ces 3 semaines pour qu'on puisse savoir un petit peu comment ça va se passer. Merci en tout cas de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je ne vais pas annoncer d'invité puisque cette semaine, on devait parler avec d'autres professionnels que j'ai dû annuler pour vous faire venir aujourd'hui. Donc à la semaine prochaine et on verra comment ça va se passer. On suivra en fonction de l'actualité. Au revoir à tous.